suis très fière du travail qui est fait chez Goodyear dans le réseau des femmes. Et là, récemment, l'année dernière, on a fait pour la première fois des élections pour des comités entiers dans tous les pays. Et on avait plus de candidates que de postes. Donc c'était vraiment ma fierté. Exactement. Bienvenue dans cet épisode d'Empowering Journey où nous discutons ensemble de la manière dont les femmes, dans un monde professionnel encore très masculin, trouvent leur propre chemin, surmontent les obstacles et découvrent de nouvelles opportunités. Ici, nous mettons en lumière de nouvelles perspectives qui transforment progressivement le monde du travail. Je m'appelle Sandy Nonweiler, je suis porte-parole des CAVL et je suis aujourd'hui en studio avec Saskia Van Dijk. Quand on parle d'évolution professionnelle, on met souvent l'accent sur l'individu, les compétences, la motivation, les choix de sa carrière. Mais dans la réalité des grandes entreprises, les trajectoires se construisent rarement seules. Les réseaux, les sponsors, les managers, les opportunités visibles jouent un rôle clé. Alors pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Saskia Van Dijk qui a clôturé sa carrière de 27 ans chez Goodyear, étant responsable de programmes à l'échelle globale ou internationale. Avec elle, on va parler de collectif, de soutien et de ce qui permet réellement à des carrières de se développer dans la durée. Bonjour Saskia, ravie de t'accueillir ici dans notre studio. Bonjour Sandy, merci de m'avoir ici. Alors, le thème du podcast ici, c'est soutenir l'évolution professionnelle des femmes, la force du collectif. Et je propose qu'on commence avec la présentation de toi brièvement et aussi que tu nous expliques ton rôle récent chez Goodyear, notamment dans la coordination de ces projets à l'échelle internationale. D'accord. Alors, ma carrière, tu évoques une carrière chez Goodyear de 27 ans, c'est correct. Elle a commencé un peu plus tôt, j'ai fait 34 ans de carrière jusque maintenant. Les 10 premières années de ma carrière, en fait, j'étais secrétaire. J'ai commencé à travailler très tôt. Et c'est dans ce job-là que je suis arrivée chez Goodyear il y a 27 ans. J'ai eu l'opportunité d'apprendre. Je me suis construit une réputation d'être fiable, d'être curieuse, ouverte, et je pense que j'ai des capacités de communication qui m'ont permis de construire des relations très très fortes à l'intérieur de la boîte. J'ai accédé à plusieurs postes dans différents départements, ce qui m'a donné un peu une position, comme je disais toujours, je suis pas un spécialiste, mais je suis un généraliste. Donc, même si je sais pas la réponse, je connais toujours bien quelqu'un dans la boîte qui peut aider. Donc, ça m'a permis de rajouter, d'apporter des solutions aux gens, et de rassembler les bonnes personnes pour solutionner des problèmes. Et de les ramener ensemble aussi. Exactement. Ces postes qui devenaient de plus en plus cross-fonctionnels, quand j'ai découvert ma passion pour la gestion de projets, project management, avaient de plus en plus de visibilité aussi dans la boîte. Donc, c'est là que j'ai commencé à construire non seulement mon propre réseau à mon niveau, mais où j'ai aussi vraiment commencé à construire ces relations avec des gens qui sont devenus mes sponsors plus tard. Donc, le dernier poste que j'ai pu occuper était à un niveau exécutif, ce qui m'a donné une possibilité d'aider d'autres personnes. Je pense qu'on va revenir dessus plus tard dans l'interview, mais c'était aussi une possibilité de gérer le réseau des femmes à l'intérieur de Goodyear, qui était une opportunité incroyable pour laquelle je suis vraiment qui m'a rendue très humble dans le sujet et qui m'a ouvert beaucoup de nouvelles portes également. Et qui m'a motivée à finir ma carrière dans un rôle qui se spécifie vraiment là-dedans, où je me développe aujourd'hui comme coach indépendant pour faire avancer les femmes un peu plus vite que ça a été le cas pour moi. J'ai pu profiter de coaching plusieurs fois dans ma carrière et donc j'ai bien compris l'importance et l'aide que ça peut apporter aux femmes. Alors si on parle d'une organisation à l'échelle globale, à l'échelle internationale, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'une carrière décolle ou au contraire qu'elle stagne même quand la personne est compétente? Je suis convaincue que la compétence est importante, une réputation solide est importante, mais ça ne suffit pas.
Il faut prendre sa carrière en main. Il faut construire des relations. Il faut avoir des sponsors. À certains moments dans ma carrière, on est venu me chercher pour un poste qui a été déterminant pour le reste de ma carrière, simplement parce que je ne regardais pas à ce moment-là. J'étais en plein dans ce que je faisais. J'étais dans un nouveau poste, donc je pensais je vais faire ça pendant quelques années. Mais en fait, donc là, c'était la première fois que des sponsors sont venus me chercher. Et petit à petit, c'est la curiosité, je pense, qui va beaucoup aider aussi. Et le fait que j'avais de très, très bonnes relations avec beaucoup de gens dans la boîte, qui fait que j'ai toujours pu aller parler aux gens et exprimer mon désir, exprimer à certains moments le désir de ne pas monter en grade, parce que ce n'était pas le bon moment pour moi. Mais d'autres moments de dire maintenant j'ai de l'ambition, la prochaine fois qu'il y a un tel poste qui est disponible, j'aimerais bien y accéder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer pour être éligible à ce poste-là? Là, tu as parlé de sponsorship. Je souhaite creuser un peu plus parce qu'on confond souvent sponsorship et mentorat. Dans la réalité, pour toi, c'est quoi la différence et lequel a le plus d'impact sur les promotions et la visibilité? Je pense que je vais répondre que je pense que ce sont les sponsors qui ont le plus d'impact sur la visibilité, qui ouvrent les portes, qui connectent des gens. Donc, dans mon dernier poste, j'ai eu l'opportunité d'être un sponsor moi-même. Et là où j'étais au courant de certains désirs ou ambitions de femmes, j'ai pu les nommer lorsqu'on avait les conversations de carrière, parfois des journées entières de planning de carrière pour des départements entiers. Ça ne veut pas dire que pour autant le mentoring n'est pas important aussi. On peut avoir des moments dans la carrière où on se bloque nous-mêmes, où il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose à débloquer. Ce n'est pas un cours de 3 jours ou un mois qui va débloquer la chose, mais mentoring, aussi bien que c'est très différent que le coaching, peut être vraiment quelque chose qui débloque une capacité qui est déjà là, mais qui a du mal à sortir. C'est plutôt un process. Oui, c'est quelque chose qui va, c'est un apprentissage, alors que l'autre partie dont on parlait, le sponsoring, ça ne va rien t'apprendre, ça va t'ouvrir les portes. Peut-être parfois te pousser ou te challenger, mais l'autre partie, donc le mentorat, c'est plus un apprentissage, un travail sur soi. Alors, parlons collectif. Ça peut être un réseau interne, une communauté de peers, ou un sponsor, à nouveau, le voilà, qui ouvre une porte, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce qui marche le mieux selon toi et dans quelle situation? Alors, je peux juste parler de l'expérience que j'ai faite, qui était, enfin, je suis très fière du travail qui est fait chez Goodyear dans le réseau des femmes. Laissez-moi expliquer un petit peu. C'est un réseau qui est sponsorisé au plus haut niveau. Ça vient carrément du CEO. Et qui a aussi des sponsors locaux dans tous les pays et toutes les régions. Mais qui est porté, qui est exécuté par les gens qui travaillent dans la boîte, donc qui ont un job normal à plein temps comme tout le monde, mais qui prennent cette opportunité pour être visibles, pour être vus, pour être remarqués. Et c'est vraiment devenu... j'ai entendu il y a quelques années des gens dire « Oh, pourquoi est-ce que je devrais prendre encore ce travail en plus? J'ai déjà plus difficile en tant que femme, j'ai déjà les enfants, le boulot, nanana. » Et l'attitude, je l'ai vu changer sur les dernières années parce que on a pu créer cette compréhension que c'est une opportunité. C'est un moyen qui n'est peut-être pas toujours là dans le day job parce qu'on n'est pas encore là dans la carrière, pour être remarqué pour des capacités qui n'ont pas encore été vues, pour être vu en dehors de son propre département, de sa propre fonction, aussi pour développer des leadership skills, développer des skills de communication, etc. Et là, récemment, donc, ce sont des postes qui sont élus par les membres, les membres étant des femmes et des hommes. Et là, récemment, l'année dernière, on a fait pour la première fois des élections pour des comités entiers dans tous les pays. Et on avait plus de candidates que de postes. Donc, c'était vraiment ma fierté. Exactement.
on a pu apporter cette sororité à un niveau qui est reconnu comme c'est un moyen pour moi pour montrer que je veux avancer, que je suis curieuse, que je veux avancer, je veux être remarquée. Et c'est une autre énergie, c'est une toute autre énergie, une autre dynamique, parce que quand on gère un comité comme ça, on n'a pas besoin de tirer. L'énergie vient toute seule. Alors, je trouve ça fascinant que là, il y a eu plus de candidats que de postes. Et donc, dans un environnement global, le collectif, il se crée rarement seul. Donc, comment est-ce qu'on le design aussi pour qu'il soit utile et pas juste un club? Il faut des rituels, matching, objectifs, mesures d'impact. Oui. Ça marche comment? Donc, comme je disais, c'est porté par du sponsoring au niveau le plus haut. Et on a aussi une mission. Il n'y a pas seulement le Women's Network chez Goodyear, il y a des Employee Resource Group, ERGs, pour plein de différentes minorités. Je pense qu'il y en a, si je ne me trompe pas, 14 différentes à l'intérieur de la société. Et c'est différent dans chaque pays, puisque tu as dit que ce networking, il est dans plein de pays. Les missions sont toujours les mêmes, ou peut-être oui la mission, mais pas les objectifs? La vraie mission est la même pour tous, mais on n'a pas de représentation égale dans tous les pays. Je donnais un exemple, on a un IRG pour les vétérans aux États-Unis, mais c'est pas quelque chose qui est vécu ici. Qui est vécu ici, exactement. Donc, dépendant de la réalité du pays, il y a plus ou moins de représentation, ou il y en a pas du tout. En réalité, en Europe, on a un Pride Network et on a un Women's Network. Ce sont les deux seuls en ce moment. Et Women's Network étant le plus grand, et en Europe, en fait, ayant le plus de membres, bien qu'on n'a pas le plus d'employés dans le monde. Donc, chez Goodyear, on a cette mission qui est qui est éditée par les sponsors et qui est valable pour toutes les ERG. L'application est juste différente. C'est d'attirer, développer, donc motiver par le développement et retenir des gens de toute pleine de diversité pour le Leadership Pipeline. Laisse-moi t'interrompre encore. ERG, c'est quoi? ERG, c'est Employee Resource Group. OK. Et le but d'une ERG, c'est de donner une voix aux groupes underrepresented groups, donc les gens, les minorités. D'accord. Tout ça parce qu'on sait très bien que tout être humain, quand il se sent reconnu, entendu, à sa place, valorisé, il peut travailler avec la partie du cerveau qui est créatif, qui est problem solving, etc. Donc, on atteint des résultats de la créativité, mais carrément des résultats de business beaucoup plus importants, bien meilleurs quand les associés sont tous engagés au maximum, que si on se sent pas à sa place, pas valorisé, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'idée, neurosciences, derrière la raison pourquoi on veut faire en sorte que toutes les minorités soient entendues, soient représentées, entendues, valorisées, se sentent bien. Et donc, on applique ça aux ERG, les Employee Resource Group, dans toutes les déclinaisons de la diversité. Et je le constate à nouveau, on a déjà dit aussi dans d'autres podcasts, cette égalité hommes-femmes, la diversité, la mixité, ce n'est pas seulement un enjeu sociétal, mais c'est vraiment un levier de performance et d'innovation et de productivité et de rentabilité. Voilà. Exactement. On revient donc toujours On revient sur la même chose, exactement. Et donc la mission est vraiment attirer, motiver par le développement et retenir des gens de toute pleine diversité pour le leadership pipeline, parce que c'est dans le leadership qu'on prend les décisions. Et donc c'est là que, pas seulement au niveau de tous les associés, mais aussi évidemment au leadership, que cette diversité est tellement importante. Alors, Goodyear a donc notamment ce réseau de femmes dont nous venons de parler, et aussi des programmes type Wingfoot Women. Qu'est-ce qui a été décisif pour ce genre d'initiative
et selon vous, quelle est la différence entre un lien qui fait du lien et un réseau vraiment qui change les trajectoires, les missions, les visibilités, les opportunités? Alors, je pense qu'il y a 2 réponses à cette question. La première, c'est, comment est-ce qu'on a construit ou d'où vient ce programme, Wing Foot Women? C'est un programme qui a été construit, avec des éléments qui répondent aux différentes parties de la mission. Le attirer, développer et retenir. Le programme consiste il est en pause en ce moment parce qu'on a fait plusieurs années de suite. Donc, en ce moment, il faut qu'on attende un petit peu qu'on ait de nouveau assez de candidats et évoluer comment on fait. Il s'agit d'un programme où on a un cours, plusieurs workshops concernant personal branding. Donc, les femmes font un vrai travail sur elles. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je veux être? Comment est-ce que je veux être vu, entendu, compris? Donc, personal branding pendant plusieurs mois. Je pense si je me rappelle bien, il y avait 3 ou 4 sessions de workshop. OK. Et qui va au-delà du self-marketing. Absolument, absolument. Ça va creuser dans les valeurs, qui est, à mon avis, dans mon expérience, un travail très important pour son développement. Parce qu'une fois qu'on comprend un travail vraiment de fond qui n'est pas facile à faire, qui est pas toujours facile à faire toute seule non plus. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour aider à aller creuser. Mais une fois qu'on comprend nos valeurs, on va toujours prendre les bonnes décisions. On va toujours prendre les bonnes décisions parce que, au fond de notre tête, on sait où on veut aller et on sait qui on est. Et si on peut prendre des décisions en alignement avec ces valeurs, on est authentique, on est bien. Donc ça, c'est la partie de comment est-ce qu'il a été construit. C'était donc, il y a du personal branding. Une fois qu'on a fait ça, et c'est censé construire de la confiance, parce que c'est souvent le problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Très perfectionnistes, elles ne croient pas toujours assez en elles, d'accord? Oui, et se posent trop de questions. On se pose trop de questions, on n'est jamais assez bonne, voilà. Je veux pas dire on est toutes les mêmes, mais on est un peu toutes les mêmes quand même dans ce sens-là. Donc, cette première partie, elle est essentielle pour le développement de la carrière, mais aussi donc pour un bien-être, pour construire une confiance. Et ensuite, on pousse cette nouvelle confiance en elles. On leur apprend ce qu'est le mentoring et comment le faire. Et on l'applique avec des gens à l'extérieur de la boîte. Et là, on a l'élément de se créer une image d'une société qui est très inclusive, qui a une vraie valeur, qui intègre cette valeur de diversité, mixité dans la culture de la société. Et donc, on travaille avec une NGO, Wisdom Plus, à Luxembourg. On a fait ça plusieurs années, où on va chercher les femmes qui ont besoin d'aide dans l'orientation professionnelle, qui arrivent ici au Luxembourg, qui n'ont pas encore de travail, et donc qui essayent de trouver un petit peu leur place sur la place. Et donc, on fait un programme de 6 mois de mentoring où nos femmes solidifient, je vais dire, cette nouvelle confiance qu'elles ont en elles en faisant du mentoring. Et elles sont souvent confrontées à des questions, mais c'est à toi de me donner les réponses parce que c'est toi le mentor. Et alors, elles doivent vraiment comprendre et développer et être fortes dans leur bottes, on va dire, pour aider ces autres femmes à trouver les réponses elles-mêmes. On a parlé beaucoup de sponsorship, de collectif. Revenons un peu maintenant à nouveau au rôle du manager et qu'est-ce que lui il peut faire au quotidien pour soutenir donc cette évolution professionnelle d'une collaboratrice sans tomber dans le favoritisme et sans alourdir son rôle. Alors, je dirais en tout premier, écouter, être à l'écoute de la problématique qu'elles peuvent rencontrer, mais aussi se déclarer ouvertement comme un allié. Et donc, être très vocal et aller chercher d'autres hommes aussi et les encourager à avoir cette même attitude. Comme on disait avant, les femmes n'ont pas souvent confiance assez pour aller se promouvoir elles-mêmes.
Donc, si un manager c'est ça, on connaît toute l'histoire de j'ai envie de faire d'appliquer pour un nouveau poste, mais je n'ai pas 100% des qualités qu'on demande, donc je vais déjà pas y aller parce que il me manque 20%. Voilà. Alors qu'un homme, souvent, il a 50% et il dit on y va, je suis confiant, on y va et j'apprendrai sur le tas. Voilà. Et ça, les femmes, elles doivent apprendre à se faire confiance, qu'elles savent apprendre. Qu'on ne doit pas être parfaite, on ne doit pas avoir tick in the box pour tout ce qui est sur la feuille, mais on doit se faire confiance qu'on est intelligente, qu'on sait se développer et qu'on sait demander de l'aide aussi, très important. Et voilà, y aller. Donc, c'est ça, je pense, qui fait une différence. Un manager peut et a le devoir vraiment de se déclarer comme un allié, d'être curieux, d'être à l'écoute, ouvertement, très, très présent. Ça lui fera comprendre, que ce soit une femme ou un homme, ça fera comprendre les difficultés que son employé a. Et j'ai envie de même aller plus loin que juste comment est-ce qu'un manager doit traiter une femme. Parce que si je suis une femme manager et que j'ai un homme devant moi, il a peut-être aussi des difficultés ou des pensées que je n'ai pas. Donc, je pense en général, simplement se déclarer comme allié, d'être ouvert, et donc allié en général pour une diversité, ça peut même être un gap générationnel dans une équipe qui peut créer des problèmes. Donc voilà, je pense qu'en général, cette curiosité, ça va nous aider comme manager à être plus en support de la personne. Et si très concrètement pour une femme, si je suis manager d'une femme et que je sais que les femmes ont du mal à se pousser vers un nouveau poste parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes les qualifications, les encourager par exemple, dire les aider, les pousser un petit peu, les challenger un petit peu, si on sait que ça c'est une difficulté qu'elles ont ou une faiblesse qu'elles ont. Autrement, de nouveau, si j'élargis sur simplement comment est-ce que je peux soutenir mes associés dans mon équipe, c'est faire en sorte qu'ils se sentent bien et de nouveau qu'ils se sentent à leur place, valorisés, capables de faire leur travail. Donc, de la reconnaissance, c'est important, etc. Pour qu'ils puissent être simplement plus créatifs, plus à l'aise et plus productifs. Donc, enlever toutes les difficultés, être à l'écoute, enlever les difficultés de la route, du parcours de la personne. Tu as soulevé le point lors de promotion ou lors d'ouverture de poste que les femmes hésitent beaucoup. Un autre point, je crois, très actuel également, parce qu'il y a donc les hybrides, le télétravail, retour au bureau. Donc, dans ce contexte, comment éviter que des opportunités se concentrent uniquement sur ceux qui sont présents? Je pense que dans ce sujet de home office ou hybride, honnêtement, je pense qu'on ne devrait pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Je pense que, comme on le fait dans les congés parentaux, par exemple, il faut qu'on traite ce sujet avec une égalité qu'on voudrait voir dans le travail. Il y a parfois des choses aussi qui peuvent rendre le retour au bureau plus facile, comme simplement, et j'en ai fait l'expérience, expliquer à un manager que si je dois emmener mes enfants à l'école le matin, qu'un meeting d'équipe tous les matins à 8h, ça m'handicape. Ça me met à l'extérieur de l'équipe, ça me met en désavantage. Et ça nous est arrivé on avait une situation comme ça et le manager, simplement, il n'y avait pas pensé parce qu'il s'est jamais mis lui-même dans cette position. Il avait toujours eu le soutien de son partenaire pour s'occuper des enfants. Donc, souvent, quand même, ce sont encore les femmes qui ont un rôle majoritaire dans élever les enfants, les emmener, enfin, toutes les petites choses pratiques de la vie, quoi. Hein. Voilà. Même à taxi. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire pour rendre le retour au bureau plus facile, si on est à l'écoute de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Mais je suis d'avis qu'on ne doit pas faire la différence entre les hommes et les femmes pour qui doit revenir ou qui est plus sujet à devoir ou à demander à rester à la maison. Je pense qu'il doit y avoir des solutions qui sont égalitaires aussi et qui s'appliquent aux deux.
Absolument, aussi aux hommes, parce qu'il y a toujours des hommes aussi qui hésitent à prendre un congé parental parce qu'ils ont des peurs, etc. Donc, il y a des peurs différentes, mais pour les mêmes sujets quand même aussi. Oui, oui. Saskia, c'est énormément intéressant de parler avec toi, mais là, on arrive tout doucement à la fin. Si tu pouvais donner un exemple concret, évidemment sans nommer des personnes, ou un collectif, a réellement accéléré une évolution, un déclic, une opportunité, une prise de poste, à quoi tu penses? Je pense à des femmes qui arrivent à des postes élevés, des postes exécutifs, qui ont le devoir, je vais l'appeler le devoir, d'aider les autres femmes. Donc, je parle de moi-même. Quand je suis arrivée à ce niveau-là, j'ai eu plusieurs femmes qui sont venues me voir. Quelques hommes aussi, mais j'ai eu quelques femmes qui sont venues me voir et qui ont dit, le jour où tu as un poste dans ton département, je suis intéressée. Et si elles n'étaient pas venues chez moi, j'aurais pas pu aider, j'aurais pas pu parler pour elles. Et donc, je les ai aidées à comprendre quel est le gap qu'elles ont si elles n'y étaient pas encore, et donc quoi faire pour être éligible la prochaine fois, pour avoir de meilleures chances. Et il y en a que j'ai été chercher, lorsqu'il y avait des opportunités où j'ai été dire, voilà, comme on est venu me chercher un jour, où je suis devenue leur sponsor. Donc oui, il y a eu des déclics. J'ai pu aussi, c'est plus qu'un exemple, mais je pense que c'est important de montrer l'effet du collectif qu'on peut avoir. On a plusieurs personnes qui ont pris un rôle dans des comités pour le collectif, pour le Women's Network, qui ont été promus, qui ont été remarqués, qui ont été vus et qui ont été promus. Donc, ça marche. Donc, c'est une vraie success story. Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a plus de sociétés qui doivent le faire et qui doivent avoir le courage de le faire dans cette forme et demander que les femmes le voient comme une opportunité. Pour clôturer, Saskia, qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui sur la progression des femmes en entreprise, ou qu'est-ce qui, au contraire, encore demande encore de la vigilance? Alors, je vais commencer avec la vigilance, comme ça on peut terminer en beauté avec l'optimisme. La vigilance, j'ai personnellement entendu de plusieurs personnes dans notre réseau qu'il y a de plus en plus d'hommes qui disent « je veux plus en entendre parler, on en a déjà tellement fait pour les femmes, il y a de la discrimination dans l'autre sens, maintenant c'est les hommes qui n'ont plus les postes, blablabla. » Donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je ne l'ai personnellement pas trop entendu sur le Luxembourg, mais il y a d'autres pays, notamment en Belgique et en Angleterre, où les voix commencent à être très très fortes. Il y inclut, bon, comme on sait tous, j'ai pas besoin de nommer le nom, mais de citer le nom, mais dans la politique, ça se voit aussi. Et ça m'inquiète très fort. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'on passe du temps, toi et moi, à en parler, qu'il va y avoir des gens qui vont l'écouter et qui vont, j'espère, être inspirés et prendre des actions. Vraiment, allez, c'est on peut fermer avec un call to action, qu'on soit écouté par un manager, écouté par une jeune femme qui est au début de son parcours, qu'on soit écouté par quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, femme ou homme. J'espère qu'on a pu ouvrir les yeux à certains points et inspirer à l'action. Je trouve que c'est un très beau mot de clôture, donc je te remercie beaucoup pour cette conversation vraiment intéressante, mais surtout aussi inspirante. Et donc, je dis à bientôt dans un prochain épisode pour poursuivre ensemble notre Empowering Journey. Merci beaucoup. Merci, Sandy.